Nous sommes à la cérémonie des Oscars de l'année 2020 et Le Voyage de Chihiro remporte l'Oscar du meilleur film d'animation. Il devient le film le plus rentable du Japon. Et l'homme derrière cet exploit du cinéma n'est autre qu'un des plus grands réalisateurs du siècle, j'ai nommé Hayao Miyazaki. La plupart des films d'animation sortant aujourd'hui découlent de ses œuvres et je me devais donc de rendre hommage à ce personnage énigmatique. Hayao Miyazaki naîtra à Tokyo en 1941 dans une famille de 4 enfants. Son père possédait une entreprise qui fabriquait des avions pour l'armée japonaise, ce qui va donner chez le petit Hayao une passion pour l'aviation mais aussi une haine profonde pour la guerre. Deux éléments qu'on retrouvera dans quasi l'entièreté de ses films. La mère de Miyazaki, quant à elle, était décrite comme une femme stricte mais intelligente avec un grand cœur. Il expliquera plus tard que celle-ci inspira la plupart de ses personnages principaux puisqu'en effet, quasi tous ses personnages seront féminins. Mais ça, on y reviendra plus tard. Miyazaki passe son enfance à fuir les bombardements américains de ville en ville et laissera chez lui comme premier souvenir des paysages de ruines. Hayao n'avait que 4 ans à ce moment-là. Après la guerre, en 1947, Miyazaki pourra enfin reprendre une vie normale et aller à l'école primaire. Sauf que notre petit Hayao souffre d'énormes problèmes au ventre qui vont l'isoler des autres enfants. Il va donc trouver refuge dans le monde fantastique des mangas et du dessin. Il expliquera même qu'il ne savait vraiment pas dessiner d'êtres humains et il se concentrera donc sur ce qu'il connaît, les avions et les chars. 1947 marque aussi l'année où sa maman sera touchée d'une forme de tuberculose violente à laquelle elle ne guérira que 8 ans plus tard, laissant aussi chez lui un traumatisme dont il parlera très peu mais exprimera dans certains de ses films. Vous l'aurez compris, Miyazaki nous communique son histoire à travers ses œuvres. Lors de sa scolarité, notre petit Miyazaki n'a qu'une seule idée en tête, il veut créer des mangas. Il prendra comme modèle les plus grands mangaka de l'époque, notamment Ozuma Tezuka, le créateur du manga Astro Boy. Hayao ira même jusqu'à créer des mangas du même style que celui-ci, mais vous le comprendrez vite, Hayao Miyazaki est un perfectionniste extrême. Il finira plus tard par brûler tous ses dessins, jugeant qu'il n'avait fait que copier le travail de son idole, et qu'il devait trouver son propre style. Personnellement, quand je ratais mon dessin de Pikachu, je le jetais à la poubelle, mais bon, chacun ses méthodes. Sur le côté, Miyazaki a une autre passion que celle du manga, c'est celle du cinéma. D'ailleurs, je parie que s'il était tombé sur cette chaîne, il aurait liké la vidéo et se serait abonné. N'oubliez donc pas de faire comme lui. Bref, Miyazaki se rend énormément au cinéma avec son père, mais sa grande révélation ne vient que lorsqu'il a 17 ans, puisque c'est l'âge qu'il avait quand le premier film japonais d'animation en couleur est sorti. J'ai nommé Le Serpent Blanc. J'arrive, Soucienne. Elle est là, oui elle est là. Ça y est, je sais maintenant où l'affronter. Arrière, démon, retourne d'où tu viens. Ce film le motive à devenir animateur et le passionne à un tel point qu'il manquera de rater ses examens d'entrée pour l'université à force d'aller le voir au cinéma. Il dira plus tard que l'innocence et la sincérité du film fera remonter en lui une vue un peu plus optimiste de la vie, lui qui de base en aura un avis pessimiste, assez compréhensible lorsqu'on grandit dans les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Une fois à l'université, Miyazaki ne perd pas son objectif de vue et s'inscrit au club de recherche sur la littérature des enfants. Oui bon, il n'y avait pas vraiment de club de manga à l'époque, donc ça c'est ce qu'il y avait de plus proche. Une fois sorti de l'université, Miyazaki trouve presque par miracle un travail au studio Toei. Je précise par miracle parce que c'était la dernière année où la société embauchait régulièrement. La Toei, vous avez certainement déjà vu le logo, mais où? Eh bien c'est simple, presque partout. La Toei animera Goldorak, Albator, Saint Seiya, Sailor Moon et même les deux géants Dragon Ball et One Piece. Mais on est encore bien loin de tout ça à l'époque où Miyazaki y sera, puisque le premier projet auquel il participera sera un film nommé Doggy March, ainsi qu'une série Ken l'Enfant Loup. Un an après être rentré dans la société, les animateurs se mettent à manifester face à la Toei, pour des problèmes de syndicat. Et notre Hayao héroïque prendra la tête des manifs et ira même jusqu'à devenir le secrétaire en chef du syndicat des travailleurs. Ses initiatives au sein de la société lui vaudront de travailler en tant qu'animateur en chef pour la première fois sur le film Horus, Prince du Soleil. Faudra se battre avec courage. Il faudra unir vos forces. Vous devrez rester soudés. Vous n'aurez rien à craindre. Tu m'entends? Rien à craindre. Il était une fois un jeune garçon nommé Horus.
Le film est un flop gigantesque au box-office. En tout cas au début, puisque par la suite le film rattrapera son léger retard auprès du public. Néanmoins, ça lui permet de collaborer avec son idole, le réalisateur Yasuo Otsuka, qui n'est autre que le réalisateur du film Le Serpent Blanc, le film duquel il était passionné il y a seulement quelques années. Ce n'est pas tout, puisque Miyazaki rencontrera aussi Isao Takahata, futur cofondateur du studio Ghibli. Mais pour l'instant, on en est encore loin. Et c'est décidément dans les studios Toei qu'il rencontrera la plupart de ses connaissances, puisque 1965 marque aussi le jour où Miyazaki rencontrera une animatrice du nom de Akemi Ota, qui deviendra sa femme et avec qui il aura 2 enfants, Goro et Keisuke Miyazaki. Et retenez bien leur nom puisqu'on reparlera d'eux plus tard. Durant les prochaines années, Miyazaki travaillera sur énormément de projets, notamment Le Chat Botté, L'Île au Trésor ou encore Alibaba et les 40 voleurs. Il ira jusqu'à publier sa première série de manga sous un autre nom, celui de Akitsu Saburo, qui s'appellera Le Peuple du Désert. En 1971, Miyazaki décide de quitter la Toei pour rejoindre ses 2 amis Isao Takahata et Yoshi Kotabe. Miyazaki va collaborer une fois de plus avec Takahata sur un projet extrêmement connu du nom de Lupin, 3e du nom, partie 1. Mais la série qui m'intéresse est celle qu'il réalisera quelques années plus tard, je parle de Conan, le fils du futur. Salut, moi c'est Conan. Je vis sur une île déserte avec mon grand-père. Un jour, je découvre une jeune fille évanouie sur la plage. Elle tente d'échapper à de terribles ravisseurs qui en veulent à son secret. Alors, je décide de l'aider et de retrouver son grand-père. Si la voix du personnage vous dit quelque chose, c'est normal, c'est bien Brigitte Lecordier, la voix de Goku, Gohan et Goten. C'est la première anecdote de cette vidéo et loin d'être la dernière. La série nous propose le premier paysage post-apocalyptique de Miyazaki qui va devenir un élément clé dans sa carrière, inspiré des paysages dans lesquels il aura lui-même grandi. Bon, jusque là on s'amuse bien mais on n'a toujours pas vu un seul film entièrement réalisé par Miyazaki et il faudra attendre 1979 pour que sorte Le Château de Cagliostro. Dans ce film où l'on suit les 2 voleurs de la série créée par Miyazaki, on y retrouve un élément typique à ses débuts qui est le décor européen. En effet, au début de sa carrière, il trouvera très peu d'intérêt à dessiner le Japon et aura beaucoup plus de passion pour nos paysages. Il fera de nombreux voyages à travers l'Europe, lui qui était soucieux de la représenter de la meilleure des manières. On y retrouve également un des 3 éléments toujours présents dans ses films, les avions. C'est d'ailleurs le premier des 3 éléments que nous appellerons la Trinité de Miyazaki. Pour son prochain projet, Miyazaki travaillera pour Animage. Miyazaki proposera un projet à lui qui traitera de la pollution de la nature ainsi que de la lutte pour préserver l'environnement. Je parle bien sûr de Nausicaa et la vallée du vent. Animage acceptera de le publier à une seule condition, que le manga ne soit jamais adapté en film. Le manga fera un succès phénoménal. Hayao raconte qu'il s'est inspiré de l'incident de la baie de Minamata, des eaux du Japon empoisonnées au mercure qui donneront la mort aux habitants autour, mais face auxquelles la nature, elle, saura s'adapter et survivre. Phénomène qu'on retrouve dans le film puisque l'air empoisonné de la Terre est irrespirable pour les humains, mais la nature, représentée par des insectes assez effrayants, prendra le dessus. Miyazaki explique aussi qu'il tenait bel et bien à rendre les insectes repoussants, car il estime qu'un être n'a pas besoin d'être mignon pour recevoir notre sympathie. D'ailleurs, si vous aimez ce film, sachez qu'il ne reprend que les 2 premiers tomes du manga sur les 7 existants, puisque celui-ci ne sera terminé qu'en 1995. Je vous conseille donc fortement de les lire pour en savoir plus sur l'histoire de la vallée du vent. Au final, comme vous l'aurez compris, Miyazaki parvient à avoir l'autorisation de faire le film et ça deviendra un banger au box-office. On y retrouve énormément d'avions et les premiers messages environnementaux que Miyazaki véhiculera toute sa vie, prenant un équilibre entre l'homme et la nature et non pas une priorité à l'un ou à l'autre. La nature qui sera le 2e élément de notre Sainte Trinité constamment présente dans ses œuvres. Et si vous vous demandez quel est le 3e élément, c'est dans le titre du film puisque c'est le vent. Présent dans toutes les œuvres de Miyazaki, représentant le temps qui passe et une certaine esthétique que notre animateur aime beaucoup. Bon, trichons un peu et rajoutons un 4e élément à cette trinité puisque le féminisme est au cœur de beaucoup de ses films. Dans une époque où la société était encore assez machiste, Miyazaki nous présente le personnage de Nausicaa, une fille forte qui casse des gueules et n'a peur de rien. L'écologie et le féminisme sont des combats très présents dans notre société moderne, mais dites-vous bien que Miyazaki pour l'époque était un visionnaire avant-gardiste. Un peu plus tard dans l'histoire de Ghibli, quand le film sera distribué aux États-Unis, le film ne plaît pas aux Américains et sera nommé Warriors of the Wind. Chose qui sera fortement peu appréciée par les producteurs et réalisateurs de Ghibli et créera dans les studios une règle absolue stipulant qu'on ne touche pas à leurs films. Petite anecdote pour les passionnés de musique, mais ce film marque aussi la première coopération avec Joe Hisaishi qui fera plus tard les musiques Ghibli les plus connues comme celle du Château ambulant ou de Mon voisin Totoro.
Tout cet argent généré par le film va permettre à Miyazaki de fonder un studio d'animation avec ses potes Takahata et Toshiba Suzuki, l'homme qui avait convaincu Takahata et Miyazaki de travailler sur Horus, le prince du soleil. Et de cette union naîtra le studio Ghibli. Alors pour ceux qui se le demandent, le mot Ghibli c'est le nom d'un vent du sud qui souffle en Italie, souvent utilisé par les pilotes d'ailleurs. Non seulement ça, mais c'est aussi le nom d'un avion. Voilà à quel point le vent est un élément subtil mais important aux yeux de Miyazaki, puisqu'il disait vouloir souffler un vent nouveau dans le monde de l'animation. On peut dire que la mission a été accomplie. Lors d'un voyage au pays de Galles, Hayao Miyazaki passera dans les villages de mineurs et y trouvera une inspiration pour son prochain film. Il explique avoir été impressionné et admiratif de la conviction des mineurs face à leurs idéaux, eux qui manifestaient à l'époque contre la terrible Margaret Thatcher. C'est donc dans cet univers-là que se passera notre prochain film, Le Château dans le ciel. Quand tu es tombé du ciel, mon cœur s'est envolé. Regarde là-bas. Hein? Wow. Comme si quelque chose de merveilleux venait de commencer. On y retrouve notre Sainte Trinité à 4 éléments, ainsi qu'une critique face à l'industrialisation et les nouvelles technologies que Miyazaki déteste. L'univers très steampunk du film lui viendra des romans d'anticipation du 19e siècle, comme ceux de Jules Verne par exemple, mixés avec quelques inspirations des architectures grecques. Seulement voilà, le film ne va pas aussi bien marcher que son prédécesseur Nausicaa. Je sais, oui, j'ai été autant surpris que vous, mais si ça peut vous rassurer, même les plus grands génies de notre ère peuvent enchaîner les échecs. Mais c'est à cause de cet échec qu'en 1985, les studios Ghibli vont devoir mettre les bouchées doubles et réaliser non pas un, mais 2 films. Takahata s'occupera du magnifique Tombeau des Lucioles, pendant que Miyazaki décide cette fois de rester loin des paysages ravagés, des thèmes de la guerre et des avions, pour se rapprocher de son amour pour la nature et l'innocence de l'enfance. Je vous présente Mon voisin Totoro. Je suis votre nouveau voisin, monsieur Kusakabe. Bonjour. Moi, j'ai pas peur des fantômes. On a vu bouger quelque chose, papa. C'était des petites bêtes noires, il y en avait des milliers et des milliers, plein partout. Miyazaki met pour la première fois à l'honneur les campagnes et maisons traditionnelles japonaises. Lui qui avant ça ne trouvait aucune fierté pour son pays, a appris à aimer le charme de sa nature. On y retrouve une enfance proche de celle que Miyazaki a vécue, loin de la technologie et laissant beaucoup plus place à l'imaginaire. Il explique que ce n'est pas vraiment de l'optimisme dont il fait preuve, mais plus une vision de comment le monde devrait être. C'est d'ailleurs aussi la première fois que Miyazaki fera référence à sa maman malade, en s'inspirant d'elle pour le personnage de la mère des 2 filles. Malheureusement, Mon voisin Totoro fera un très mauvais départ au box-office. Mais le personnage de Totoro viendra sauver le studio puisque les produits dérivés feront un malheur. Personnage que Miyazaki détestera par la suite puisque celui-ci viendra faire de l'ombre à toutes ses autres créations qui ne deviendront jamais plus cultes que celle-ci. En faisant quelques recherches sur le film, j'ai appris que les prénoms des 2 filles, Mei et Satsuki, ne sont pas choisis au hasard. En effet, à la base, le film n'était censé parler que d'une seule petite fille, mais lorsque l'option des 2 sœurs aura été choisie, ils appelleront l'une Mei en référence au mois de mai, et l'autre Satsuki qui est un mot japonais désignant le 5e mois de l'année. Une subtile manière de nous dire qu'à elles deux, elles représentent une seule chose, l'enfance. Le personnage de Mei est d'ailleurs inspiré par sa nièce, prénommée elle aussi Mei. Cette dernière se mariera plus tard avec un animateur du nom de Daisuke Tsutsumi, qui travaillera notamment sur L'Âge de Glace, Cars 2 ou encore Toy Story 3. On pourrait donc dire qu'il y a un certain lien de famille éloigné entre Flash McQueen, Sid, Woody et Totoro. Avec l'argent récolté grâce à Totoro, le studio Ghibli décide de rester sur le thème de l'enfance et de la découverte, mais cette fois on refait un bond en Europe avec l'histoire de Kiki, la petite sorcière. Ça y est, je pars ce soir. Un départ, c'est quelque chose de solennel. Ça se prépare. Kiki, ce n'est pas la couleur des habits qui compte. C'est le cœur. Pour devenir une vraie sorcière, je dois pouvoir tenir un an loin de la maison. Ça ne doit pas être évident de s'installer dans une ville qu'on ne connaît pas.
Miyazaki de base ne devait pas travailler pour ce projet, mais comme vous le savez bien, notre ami est un perfectionniste et il pourra pas s'empêcher de s'en mêler. Lui qui était pourtant encore dans la réalisation de Mon voisin Totoro. Il est mécontent du script écrit par ses collègues et reprend la réalisation de celui-ci. D'ailleurs, le film n'était censé durer que 60 minutes, mais Miyazaki, fidèle à lui-même, fait ce qu'il veut de son film. C'est un peu lui le boss quoi. Il finit les storyboards et son œuvre se transforme en long métrage qui sortira en 1989 et deviendra le film le plus rentable du Japon de cette année-là. Le prochain projet, demandé par la Japan Airlines, était lui aussi censé durer 45 minutes, seulement voilà, en 1991, Miyazaki apprend ce qui se passe en Yougoslavie, à ce moment-là dévasté par la guerre des Balkans, et laisse ces événements influencer ce qui va devenir son prochain long métrage, Porco Rosso. Ils ont lancé un mandat d'arrêt contre toi, pour défaitisme, désertion, menée antipatriotique, idéologie décadente et propos obscènes. Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. C'est la seule qui me reste du temps où tu étais encore un homme. Sa haine pour la guerre qu'il a si bien connue se laisse ressentir dans son film et sera même un regret de sa part expliquant que ce n'est pas le genre de choses qu'il aime montrer aux enfants. Ceci dit, le film connaît un grand succès et devient à son tour un des films les plus rentables. On y retrouve l'aviation qui passionne tant Miyazaki, mais aussi un grand message contre le fascisme et ses convictions féministes puisque malgré que le personnage principal soit un cochon, le travail des femmes durant la guerre est mis à l'honneur. Petite anecdote en passant d'ailleurs, mais le personnage de Porco Rosso est une sorte d'autoportrait de Miyazaki puisqu'il est censé le représenter. C'est pas forcément facile à voir mais je ferais certainement pas mieux. Vous ne le savez peut-être pas mais Miyazaki utilise une technique très spéciale pour ses animations puisque tout y est fait à la main, image par image. Une technique assez old school on va dire mais qui porte ses fruits. Le processus créatif de Miyazaki est extrêmement intéressant puisque celui-ci n'utilisera jamais de script mais bien des images marquantes qu'il va dessiner et à partir desquelles il développera l'histoire du film. Seulement voilà, en 1997, le premier film de Ghibli utilisant des technologies informatiques verra le jour. Avec celui-ci va renaître des sujets de son tout premier film Nausicaa. Je parle d'un de mes préférés du studio, Princesse Mononoke. La forêt s'est dépeuplée. Tous les oiseaux ont fui, et les animaux aussi. Mon prince, il se passe à l'ouest des événements funestes. Une fois les anciens dieux disparus, les monstres redeviendront ce qu'ils étaient, de simples animaux. Et la princesse Mononoke reprendra forme humaine. Je vous rappelle que c'est un dieu que nous chassons, pas une simple bête. La cause environnementale est centrale dans ce film où la princesse de la forêt combattra les hommes et leur technologie visant à dominer la nature. Et ce film est peut-être l'un des plus importants du studio Ghibli puisque c'est le premier qui sera diffusé à l'international. Les studios de Miramax demanderont les droits de diffusion et malheureusement pour moi, Sofiane a déjà réalisé une vidéo incroyable sur ce qui s'est passé entre Harvey Weinstein et Miyazaki. Je vous laisse aller découvrir cette vidéo par vous-même, mais pour vous la faire courte, Miyazaki mettra un coup de pression gigantesque à Weinstein et le film pourra être diffusé aux États-Unis sans être retouché. D'ailleurs, afin de dessiner au mieux les décors de la forêt, Miyazaki emmènera toute son équipe en randonnée à Yakushima pour qu'ils prennent des photos et des dessins. Et malheureusement, Miyazaki annonce officiellement que Princesse Mononoke sera le dernier film qu'il réalisera. En tout cas, c'est ce qu'il a fait croire à tout le monde. Il va passer quelques années de retraite en vacances avec sa femme et des amis à lui qui viendront avec 5 petites filles. C'est à ce moment que Hayao aura une vision, il trouve qu'aucun de ses films n'est vraiment fait pour des petites filles de 10 ans et se lance dans un nouveau projet. Bon, Hayao il est hyper actif, il est vraiment pas fait pour la retraite, mais il estime que c'est pas ce qui intéresse le plus les filles de cet âge-là. À la place, il voudrait créer une héroïne qu'elles pourront admirer et en qui elles se reconnaîtront. De là va naître l'idée d'un des films les plus connus du studio, Le Voyage de Chihiro. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Allons voir ça de plus près. J'aime mieux partir tout de suite, papa. Personne ne doit venir ici. Va-t'en tout de suite. Va-t'en vite avant que la nuit tombe. On y aborde des nouveaux thèmes puisque ceux au centre du film cette fois sont l'avidité des hommes ainsi que le monde des esprits auquel Miyazaki croit énormément.
Petite anecdote pour vous d'ailleurs, mais à chaque fois qu'il rentre dans son studio, Miyazaki va saluer tous les esprits présents dans son atelier. Petit rituel qui rend notre grand-père favori encore plus attachant. À sa sortie, le film enchaîne les grands prix, comme celui de l'Oscar du meilleur film d'animation, le Japan Academy Prize ainsi que l'Ours d'Or du meilleur film. On enchaînera ce succès très vite avec un an plus tard la sortie de mon film préféré, abordant une belle histoire d'amour en Europe, Le Château Ambulant. Vous savez ce qu'on raconte? Martha, la fille qui habite près du port, Aoru lui aurait arraché le cœur. C'est moi ça? Quelle horreur, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Heureusement que tu n'as pas eu affaire à Aoru, sinon ton cœur il ne te l'aurait pas volé, il te l'aurait dévoré. Ça ne peut pas être lui puisqu'il ne s'intéresse qu'à la beauté. J'ai jamais été belle, moi, jamais, mais j'en fais pas une maladie. C'est le premier film Ghibli purement inspiré des paysages français puisque Miyazaki se rendra spécialement en Alsace pour s'inspirer de ces paysages. Le film est un succès gigantesque au box-office et donnera naissance à une des meilleures musiques que le studio aura jamais créées, en tout cas selon moi. Pour la suite de l'histoire du studio, j'aimerais vous présenter une personne dont nous n'avons pas parlé depuis un bon moment, le fils de Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki. Vous vous en doutez peut-être, mais être le fils d'un des plus grands génies du siècle n'est pas forcément la meilleure des choses. En plus de grandir dans l'ombre de son père, celui-ci va énormément souffrir de son absence. Goro expliquera même qu'il regardait les films de son père petit pour tenter de le comprendre, étant donné que les deux ne parlaient jamais vraiment. Chose que Miyazaki ne saura jamais vraiment comment aborder. Il y aura pendant longtemps une gêne entre les deux, ceci dit, ça n'empêchera pas son fils de réaliser des films Ghibli appréciés du public, et même de Miyazaki, comme par exemple Les Contes de Terre-Mer et La Colline aux Coquelicots. Le deuxième fils de Miyazaki, Keisuke, lui deviendra artiste du bois. On trouvera d'ailleurs une référence à son art et ses gravures dans le film Ghibli, Si tu tends l'oreille. En 2006 commencera le projet d'un documentaire à l'occasion de la création de son prochain film Ponyo. Documentaire qui nous rapproche encore plus de ce personnage attachant mais sévère. On découvre son côté exigeant mais aussi celui d'un homme parfois triste, frustré et grincheux. On perd l'image du grand-père bienveillant et on y retrouve celle d'un homme dédié corps et âme à son art et angoissé de savoir s'il a bien fait. Le documentaire nous permet également d'approcher de près le processus de création dont nous parlions un peu plus tôt. Des images sont utilisées à la place d'un script puisqu'il trouve que ça limite sa créativité. En parlant de créativité, je trouve que Miyazaki s'est dépassé pour Ponyo avec une histoire touchante, des transformations surréalistes et un film que l'on peut non seulement voir mais aussi sentir et goûter. Et je garderai toujours en tête cette scène du tsunami fait à partir de poissons que l'on voit d'ailleurs expliqué dans le documentaire en question. Nous sommes dorénavant en 2013 et Miyazaki annonce qu'il va réaliser son dernier film, et cette fois pour de bon. Film qui se nommera Le vent se lève. Ils vont s'en servir contre quel pays? La Chine, l'URSS, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Amérique. Le Japon va exploser. Ils partent bombarder des villes ennemies. Nombre d'entre eux ne reviendront jamais. Je vous attendrai. 100 ans s'il le faut. Le film deviendra presque une autobiographie puisqu'on y raconte l'histoire de Jiro Horikoshi, qui a d'ailleurs vraiment existé, qui concevra des avions pour l'armée japonaise et dont la femme souffre fortement de la tuberculose. Le film nous rappelle encore une fois la haine de la guerre de Miyazaki, même s'il déclarera que ce n'était pas l'intention principale du film. L'univers est beaucoup plus réaliste que ce dont on a l'habitude, visant un public plus mature que les précédentes œuvres. Miyazaki profite de sa retraite tranquillement, mais vous commencez à le connaître, il est impossible pour lui de ne pas produire de film. Son prochain film inspiré du roman Et vous, comment vivrez-vous ? Et vous avez dorénavant toutes les connaissances nécessaires pour comprendre ce film autant que possible. Je vous ai parlé de la vie de Miyazaki tout au long de cette vidéo, mais ce n'est bien entendu pas le seul créateur, puisque d'autres grands classiques auront été réalisés avec et parfois sans son aide. Je pense notamment à Arrietty, Au Retour du Chat, Souvenirs goutte à goutte et bien d'autres encore. Aujourd'hui, Miyazaki est considéré comme une des plus grandes figures de l'animation de l'histoire. Et beaucoup des plus grands de Disney déclarent avoir été inspirés par ses travaux, et même motivés à créer plus face à une concurrence aussi rude que la sienne. Il est également une source d'inspiration pour certains grands réalisateurs comme Steven Spielberg, James Cameron et même Shigeru Miyamoto, père de Mario et de Zelda.
Et c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. Il me faudrait encore plus de temps pour vous parler de toutes les anecdotes en or et les éléments cachés de chaque film, mais ce n'est bien entendu pas nécessaire pour apprécier la beauté de ceux-ci. Les films de Ghibli, c'est avant tout des rêves, des sensations capables de nous replonger dans l'enfance et de nous faire voyager. N'oubliez pas, pour soutenir mon travail, de mettre un like et de vous abonner pour en voir plus. Vous vous en doutez, mais une vidéo comme celle-ci prend un temps astronomique à réaliser. Ceci dit, j'y prends toujours un plaisir fou et l'y multiplier quand je vois vos commentaires et vos retours sur mes vidéos. Merci de tout cœur à tous et je vous dis à bientôt.